Bienvenue à tous, merci pour ce plateau spécial dédié à l'économie de la République démocratique du Congo. Depuis 48 heures, on a décrété ici, plutôt décidé, de baisser le tarif sur les vols entre Kinshasa et l'intérieur du pays, pour commencer. Les compagnies aériennes sont-elles aujourd'hui à même de pratiquer ce prix? Est-ce que l'État congolais est à même de délester ou d'offrir un certain nombre de subventions, d'avantages à ces compagnies aériennes? Est-ce que les consommateurs sont capables aujourd'hui de payer ce prix, quelle que soit la saison? Comment ça se pratique d'abord ailleurs, ces tarifs au niveau des avions à travers le monde? Nous allons essayer de comprendre d'abord les mécanismes. Ensuite, nous allons spécifier ce qui se passe ici chez nous, parce que si vous êtes à Kinshasa et que vous voulez aller à l'intérieur du pays, il y a un prix. Est-ce que ce prix doit être le même, unique, ou bien il faut varier ce prix en fonction du carburant par exemple, ou des taxes d'aéroport? Pour débattre de tous ces problèmes ou de cette question assez spécifique, techniquement incompréhensible pour les communs des mortels, nous avons invité justement des spécialistes, des journalistes qui ont des compétences avérées dans le domaine économique. D'abord, Willy Kalengai. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes, comme qui dirait, la référence en matière économique d'analyse beaucoup plus que pertinente. Vous avez à la fois les volets politiques, mais lorsque vous faites vos analyses, ça tombe à pic. Donc, merci d'être là. Jérôme Sekana, on dit l'un des meilleurs spécialistes en matière économique. Vous êtes même consultant au niveau des institutions de Bretton Woods, au niveau de l'Union africaine. Vous avez une toile ici de ceux qui maîtrisent un peu les mécanismes économiques. Merci d'être venu. Merci pour l'invitation. Et enfin, on va dire la jeunesse montante qui s'affirme depuis. C'est Israël Moutala, le patron des médias en ligne, lui aussi avec des compétences avérées, pour ne pas dire incontournables dans le domaine économique, mais juridique aussi. Bienvenue. Merci Jean-Marie de l'invitation. Alors, cette question est plus que capitale, parce que parmi les décisions que le gouvernement Sama Lukonde a prises, il y a notamment la baisse de prix qui concerne les vols entre Kinshasa et l'intérieur du pays. On a un vol qui va vers Johannesburg, mais aujourd'hui, Congo Airways n'a pas encore commencé à, on va dire, desservir beaucoup des capitales occidentales. Mais les Congolais, lorsqu'on a annoncé qu'il y a un prix qui va baisser et que les choses vont aller dans le bon sens, c'est l'effervescence, complètement l'effervescence. Cela a été décidé aussi sur le plan des produits de consommation courante, les surgelés par exemple. Alors, Oli Kalengai, est-ce que tout ceci est dans une dynamique du nouveau gouvernement à Sama Lukonde qui vient de fêter ses 100 jours? Félicitations d'abord pour la grande émission que vous avez animée avec la consoeur. Est-ce que ce sont des dispositions initiées par le gouvernement ici, par ces gouvernements ou les gouvernements précédents? Et c'est dans quelle perspective on a décidé un peu de baisser, commencer à baisser les prix comme ça? Merci d'abord de nous avoir invités à ce plateau, Jean-Marie Kassamba. Mais avant que nous n'entrons vraiment dans le vif du sujet, je voudrais placer un petit mot, peut-être pour fixer le cadre. Vous savez, l'économie, c'est différent de la politique. En politique, quand vous avez un conflit entre les leaders, ils peuvent même se faire la guerre et un jour, quand ils s'entendent, la chose est terminée. Vous avez tous suivi la rencontre Ouattara, Gbagbo, ils se sont rencontrés et puis les deux camps se sont alignés, même si par ailleurs il y a eu des morts. Mais en économie, c'est différent. En économie, les conflits économiques sont des conflits qui durent et qui déstructurent les pays. Karl Marx parlait de l'économie comme étant de la base, de l'infrastructure, de la base. Donc quand vous prenez une décision en économie, il faut être vraiment prudent parce que les retombées peuvent dépasser même le mandat que vous avez eu, même les générations futures. On se rappellera tous ici que la zarénisation a été une décision politique. Zarénisation, ça a été une décision du comité central, le bureau politique du mouvement populaire de la Révolution, qui ont décidé, voilà, nous allons maintenant zaréaniser les capitales. Donc ceux qui ont des capitaux qui sont étrangers vont les laisser maintenant aux Congolais. C'était une décision qui avait suscité de l'enthousiasme parce que on pouvait permettre maintenant aux Congolais d'accéder au capital. Mais
nous sommes aujourd'hui en 2021. Nous subissons les conséquences, subissons de la les conséquences de la zérisation de 1974. 114. Vous comprenez? Ça signifie que la décision a été prise un seul jour, mais les conséquences ont été terribles. Au point qu'aujourd'hui, notre tissu économique a totalement été délabré. On peut encore continuer. Il y a eu des difficultés en 90. Avec la pression de l'armée, on a connu les pillages. Oui. Et eh bien, aujourd'hui, vous avez... Les pays a reculé de 30 ans. Oui, alors, vous avez aujourd'hui 80% des personnes en âge de travailler qui n'ont pas de boulot. Parce qu'à cette époque-là, on n'a pas su maintenir la pression sociale dans des proportions supportables. Pourquoi nous avons décidé de venir parler? Nous sommes des journalistes, nous ne sommes pas des hommes politiques. Mais nous savons que la matière sur laquelle le gouvernement a décidé est une matière économique. Elle aura un impact important sur la structure et l'avenir même en tant qu'activité économique du secteur aérien, transport aérien. C'est comme ça que nous avons reçu beaucoup d'infos de toutes parts, des infos du gouvernement, des infos des opérateurs eux-mêmes, de la population. Il n'est pas pour nous ici question de douter de la bonne volonté du gouvernement. Non, bien sûr. Il faut que les conditions sociales s'améliorent. Et qui ne sera pas content d'avoir un billet en réduction? Mais maintenant, imaginez, et c'est ça même le drame, imaginez qu'on a baissé les prix, vous avez votre argent, vous allez à l'aéroport, il n'y a pas d'avion. On risque de vivre ça. Guichet fermé. Parce que l'opérateur en face a trouvé que les conditions actuelles ne lui permettent pas de continuer. Comme les investisseurs avaient fui les Zaïre avec la zaïrisation. Vous comprenez? Donc, je crois que les amis vont compléter certainement parce qu'ils ont d'autres informations. C'est que nous sommes en présence d'une forme de conflit, toujours au sein du gouvernement. Vous avez d'un côté l'obligation du gouvernement d'inciter le secteur privé à investir en prenant des mesures incitatives. D'autre côté, vous avez le devoir du gouvernement de réguler les secteurs qui a été incité. Entre la régulation, ce qui a été fait par les prix, et l'incitation, il faut qu'il y ait un équilibre. On a incité, on a aidé, on régule, maintenant il y a un équilibre. C'est lui qui vient dans les secteurs, il fait les prix pour que les populations aient accès, mais en même temps, il ne se détruit pas lui-même parce que personne ne veut travailler à perte. Nous sommes, en tout cas moi personnellement, je suis de l'avis que la décision a été prise, on ne peut peut-être pas revenir là-dessus, mais les modalités d'application de cette décision doivent encore faire l'objet des discussions. Il ne faut pas quitter la table des discussions. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup pour cet éclairage. En luminaire, c'est très très important parce qu'il ne faut pas interpréter cette émission d'analyse et surtout de pédagogie sur la prise des décisions. C'est très important. C'est pour ça que nous avons ici des spécialistes en la matière. Jérôme Sekana, d'abord, économiquement parlant, est-il possible de baisser les prix tout en incitant l'investissement? Affirmatif. On peut y parvenir à travers un consensus, à travers une négociation franche et sincère, en mettant sur la table tous les paramètres. Et on peut y parvenir. Et d'ailleurs, c'est le souhait de tout le monde. Je voudrais quand même compléter ce que disait tout à l'heure mon estimé confrère Willy Kalengai. Outre le pillage des tristes mémoires, ainsi que la zaïrianisation qui nous ont traînés vers le bas, je dirais même on va plus le bas qu'Éther, ces zaïrianisations, plus bas qu'Éther. Les indemnités. Il y a ce que nous, les communicateurs, nous appelons la gestion de l'opinion. Gestion de l'opinion. Nous sommes en communication. Vous savez, la communication est un couteau à double tranchant. Il faut regarder le problème dans toutes les facettes avant de communiquer. Voilà pourquoi certaines personnalités refusent de s'exprimer parce que le silence s'avère par moments le moyen le plus direct, le mieux à pouvoir faire passer un message. Et il ne faut communiquer que quand on a tous les éléments entre les mains.
Quand vous prenez ce qui nous était arrivé avec l'aérianisation, tout comme avec le pillage, la communication n'était pas prise en charge. Parce que tous les ingrédients étaient réunis. Le pouvoir d'achat de la population était au plus bas. La vie était devenue de plus en plus chère. Et vous aviez d'un côté des opulents, une classe politique qui avait une richesse déconcertante, les gens qui frimaient avec l'argent, qui prenaient l'avion pour aller regarder un film À Bruxelles. et revenir, alors qu'il y avait des gens qui crevaient de faim et qui étaient incapables même d'envoyer leurs enfants à l'école. Alors, lorsque vous avez dans un pays des ingrédients de cette nature, et l'explosion arrive facilement. Aujourd'hui, nous ne dirons pas que tout le monde est à l'aise. Non. C'est presque la même situation. Il faut féliciter les gouvernements Samalou Condé, qui a planté les jalons. Je crois vous avoir appelé pour vous demander d'organiser un plateau là-dessus, Nous allons le faire. pour que nous puissions expliquer de manière scientifique, technique, avec notre petite expertise, les jalons combien importants qu'il faut bien gérer pour rencontrer les désidératas de la population. Mais au même moment qu'on essaye de planter des décors, de planter ces jalons-là, on ne doit pas faire de faux pas. De peur de trébucher. C'est-à-dire ne pas prendre de mauvaises Voilà, il faut éviter de prendre des mesures impopulaires qui vous risquez de revivre le retour de la manivelle. Tout à l'heure, Willy Kalengai a dit, et si on arrivait à l'aéroport, il n'y a pas d'avion. C'est une conséquence. Les opérateurs économiques peuvent dire, écoutez, bon, comme j'ai entendu Sengamali dire que, bon, écoutez, le gouvernement a décidé, nous devons appliquer. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas appliquer. Regardons Congo Airways. 4 avions, 2 opérationnels, 19 millions de dollars de dettes. Congo Airways ne peut pas desservir toute la République. Et à fréquence régulière. C'est impossible. Vous prenez les autres compagnies. CAA et les autres, il y en a à peu près 6, si vous mélangez avec les cargos, les transporteurs cargos. Mais nous sommes en deçà de la moyenne que nous devrions avoir pour une population de 100 millions d'habitants dans un pays continent comme la République démocratique du Congo. Nous ne pouvons pas compter. Regardez, il y a quelque chose qui me révolte, moi. Quand je suis au niveau d'Addis Ababa, vous voyez Ethiopian qui aligne des vols Goma, Kisangani, Lubumbashi, Kinshasa. À partir d'Addis Abeba. À partir d'Addis Ababa. Vous prenez votre avion là-bas, vous pouvez débarquer directement sur Goma, Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani. Vous vous rendez compte? Compagnie éthiopienne. Oui. La même chose avec Rwanda. pas Rwanda, pas tellement, mais je cite les compagnies. Par exemple, Kenya Airways. Oui. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le potentiel est là, mais le pays n'a pas la capacité d'absorber technique de pouvoir desservir les aéroports et répondre aux besoins des transports de sa population et recourt. Les ministres des Transports et voies des communications et des enclavements n'a pas d'autre choix que d'autoriser, au lieu que les compatriotes qui doivent partir de Goma passent par Kinshasa pour prendre un vol une ligne directe vers Addis Ababa et aller. Non, il prend son avion à partir de là. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais ça dénote, ça prouve à suffisance que nous n'avons pas la capacité technique de pouvoir desservir notre pays en termes d'aéronefs capables d'assurer le transport. Et encore un autre élément. Nous sommes sur ce qu'on appelle la liste noire, la blacklist. Pourquoi? C'est tout simplement parce que nos infrastructures aéroportuaires ne sont pas au point. Est-ce que vous savez que l'aéroport international d'Njili, j'étais à la NASA, à Washington, est retenu parmi les aéroports de secours de la NASA? Des navettes, oui. Des navettes spatiales. Lorsqu'il y a un problème, ces navettes peuvent atterrir ici.
Mais ça fait combien d'années? Depuis Mobutu, près de 32 ans. On n'a jamais... C'était la piste la plus longue de l'Afrique. Oui. Mais quand vous regardez tous les travaux qui ont été faits, on a même annoncé en pompe ici qu'on allait réhabiliter. Mais non. Nous avons frôlé un crash entre Kinshasa et Lubumbashi à cause des aiguilleurs. Des aiguilleurs. C'est-à-dire que deux avions allaient s'entrer dedans. Bien sûr, des aiguilleurs mal formés et qui ont donné des informations contradictoires et à cause du manque d'entretien de ce que nous avons comme des matériels d'assistance. L'aide à la navigation. Voilà, de la navigation. J'ai expliqué que nous ne pouvons pas condamner le gouvernement. Le gouvernement a investi. J'informe l'opinion qui nous suit que le gouvernement, avec les concours de la BAD, a investi sur 3 radars. Nous avons un radar qui est installé à l'aéroport international d'Ndjili, un autre radar installé à Luano, à Lubumbashi, un autre à Bangboka, même s'il y a certaines pièces qui étaient volées. Mais ces 3 radars font la triangulation. En géométrie, la triangulation, c'est que ces 3 radars émettent des signaux qui se croisent et qui permettent à la RVA de pouvoir repérer tout aéronef qui survole le territoire national. On va revenir en détail. Attends, je vais terminer par là. Quand un aéronef entre dans les surfaces congolais, on sait qu'on peut même lui poser « tu vas où, tu fais quoi ?» Mais nous avons failli connaître le crash à cause d'un problème, d'un petit conflit à Luano entre les techniciens, des rapports contradictoires qui sont venus ici, et on néglige. Alors, quand vous avez des signaux comme ça, au niveau de l'UATA, on suit de très près. Quand vous ne maîtrisez pas la prise en charge des avions, l'avion est pris en charge au sol et pris en charge en survolant. Et on nous paye beaucoup d'argent, Jean-Marie Kassamba. Tout appareil qui survole l'espace congolais paye de l'argent. Et c'est des millions quand vous faites le cumul. Donc, il est temps pour que nous, en République démocratique du Congo, avec tout ce que nous... Et nous sommes au cœur de l'Afrique. Donc, nous sommes un hub stratégique. On ne peut pas survoler, on ne peut pas partir de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, surtout du Nord au Sud du continent, sans survoler la République démocratique. On va revenir tout à l'heure sur les détails techniques par rapport à notre équipement et nos aéroports sur le plan de la sûreté, même sur le plan même de la fiabilité de nos aéroports. Mais j'aimerais d'abord, avant qu'on puisse entrer dans le détail, demander, on a un document qui explique un peu comment on fixe les prix d'avion, les billets, comment on les fixe, on va le voir tout à l'heure, mais... Israël Moutala, question, le gouvernement aujourd'hui prend des mesures économiques, politiques ou des mesures d'assainissement qui vont conduire au bien-être social de la population? Merci de la question. Par la baisse de prix, vous voulez dire? Oui, merci de la question. Nous sommes en pleine crise entre, d'une part, le gouvernement et d'autre part, les transporteurs aériens. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? C'est la fixation du prix des tarifs des services aériens, le prix du billet. Le gouvernement est dans son rôle de chercher, d'améliorer les conditions sociales de la population. Il est dans son rôle, il est légitime dans son rôle. Mais les transporteurs sont aussi dans leur rôle, parce que c'est grâce à leur business que l'État a de quoi, justement, à remplir ses missions, notamment ses missions régaliennes. Parce que si ces entreprises tombent en faillite, si leur chiffre d'affaires est réduit de moitié, parce qu'on a baissé de manière unilatérale le prix du billet, nous sommes toujours en difficulté. Donc, le gouvernement ne doit pas considérer les transporteurs aériens comme ses adversaires, mais plutôt comme des partenaires avec qui il faut discuter dans l'intérêt de la nation. Là où, pour moi, le bas blesse, c'est où? C'est l'approche d'abord du gouvernement. L'approche du gouvernement? L'approche du gouvernement, déjà. Quand vous suivez l'approche du gouvernement, le gouvernement dit « je veux améliorer les conditions de vie de la population ». Mais pour une mesure qui doit avoir un impact sur la majorité des Congolais, on ne commence pas par les services, par les transports aériens. Parce que le transport aérien concerne à peu près 400 000 personnes. Ce sont les quelques privilégiés, ça veut dire moins des 0,1
4% Qui de la voyagent. population qui voyagent chaque année. Et qui prennent l'avion. Qui prennent l'avion chaque année. Donc ça veut dire que si vous voulez faire du social, ce n'est pas là que vous allez mettre votre curseur. Donc déjà cette approche-là est biaisée. Donc même quand on parle de l'amélioration du panier de la ménagère, c'est un indice composite des biens et services qu'on peut justement donner à un ménage en termes de budget pour qu'il vive de manière digne. Et si on fait cet indice composite qui est à la Banque centrale du Congo, selon le Congo, il n'y a pas le transport par avion. Donc ça veut dire déjà, là, le gouvernement, sur ce point-là, a fait fausse route. Mais sur la question notamment de faire baisser les prix des denrées de première nécessité, oui, voilà une mesure hautement sociale si elle est concrétisée. Mais avec l'avion, d'abord cette approche là-bas, elle est totalement biaisée parce que les effets induits en termes d'impacts sociaux ne seront pas au rendez-vous. L'autre fausse approche du gouvernement, c'est que le gouvernement ne se rappelle pas de la parole de Stanley. Stanley avait dit sans le chemin de fer. Sans le chemin de fer, le Congo ne vaut pas un penny. Donc, la connexion entre provinces, le gouvernement... C'est pas la route et le rail. Absolument, doit commencer par le rail. Parce que les modes de communication, c'est le fret maritime qui est le moins cher, qui transporte à peu près 70% des marchandises au monde, suivi du rail, ensuite le route. Donc, partout au monde, on ne réduit pas le prix des biens et services par l'avion. C'est impossible. Donc, ça veut dire que c'est impossible. Ça veut dire qu'au Congo, ici, même avec $200, le kilo de la viande de Goma ne sera pas parce que l'avion, c'est le moyen le plus cher. Absolument. Alors, j'aimerais bien qu'on regarde un document qui explique un peu comment on fixe les billets d'avion. Parce que on a l'impression que ça se décrète. Hein, que voilà, chez nous, on peut dire, voilà, désormais, le ministre a décidé, Kinshasa, Lubumbashi, $200. Voilà. On regarde et puis on commente ensemble. Ça, c'est vous, à la veille des vacances, en train de chercher des billets d'avion. Vous changez l'heure, la date, la durée. Votre billet peut vous coûter du simple au double sans que vous ne sachiez vraiment pourquoi. Et c'est très énervant. Une des solutions pour que ce soit moins énervant, c'est de comprendre comment les compagnies aériennes fixent leurs prix. Et pour ça, il faut retourner plus de 100 ans en arrière. Le 1er janvier 1914, à Saint-Pétersbourg, en Floride, un homme, Abraham Field, 47 ans, devient le premier passager payant de l'histoire. L'avion, qui ne peut accueillir que le pilote et lui-même, décolle pour un vol de 23 minutes à destination de Tampa, la ville dont il est maire. Abraham a payé son billet $400 aux enchères pour être le premier, soit 7 903 € d'aujourd'hui. À cette époque et dans les années qui suivent, les voyages touristiques en avion, c'est un peu comme les voyages touristiques dans l'espace aujourd'hui. Les billets coûtent en gros tous le même prix, cher, et ils sont réservés aux très, très riches. Petit problème pour les compagnies, le nombre de personnes riches est limité. Et si on veut vendre beaucoup de billets d'avion, il faut également en vendre à des personnes moins riches. Et donc, il faut que ces billets soient moins chers. Alors, dès les années 50 aux États-Unis, les compagnies aériennes introduisent deux types de billets. D'une part, les billets standards, avec des dates flexibles, qui sont relativement chers et donc destinés aux hommes d'affaires, qui eux, ont de l'argent. Et d'autre part, des billets touristes, dont on ne peut pas changer les dates, qui eux, sont moins chers et qui, comme leur nom l'indique, sont destinés aux touristes, qui eux, ont moins d'argent. Et puis au début des années 80, on assiste à une libéralisation du transport aérien. D'abord aux États-Unis, puis en Europe. Good afternoon. Welcome aboard. Thanks very much. You're welcome. Cette libéralisation fait exploser le nombre d'avions et donc la concurrence. Elle permet aussi aux compagnies de choisir leur destination, le nombre de passagers qu'elles veulent embarquer, l'horaire de leur vol. Mais elle leur donne aussi et surtout la possibilité de multiplier le nombre de tarifs différents pour un même trajet. Possibilité qu'elles vont utiliser à fond. Mais alors, comment sont fixés ces tarifs ? Moi, j'aime bien prendre l'avion. Dans un avion, un siège a une valeur périssable, c'est-à-dire que lorsque l'avion ferme ses portes, il ne vaut plus rien s'il est vide. Désolé, monsieur, mais l'avion est complet. L'objectif d'une compagnie aérienne va donc être de lui donner de la valeur et de faire en sorte qu'il lui rapporte un maximum. Pour fixer le prix des billets, elle va d'abord établir une sorte de grille tarifaire pour chaque vol, c'est-à-dire un panel de tarifs adapté à tous les profils de voyageurs dont les besoins sont différents. Ça s'appelle le pricing, et ça s'appuie sur deux choses. D'abord, ces tarifs varieront en fonction de critères que le client pourra choisir. Par exemple, le service à bord et les prestations,
Un passager pourra choisir d'avoir des bagages compris, un repas ou un siège confortable. Et cela jouera forcément sur le prix de son billet. Prenons un Airbus A380 d'Air France volant de Paris à New York. Les 516 sièges de l'avion seront divisés en 4 classes qui paieront un tarif différent car ils auront accès à une prestation différente. Et le prix pourra aussi varier selon la flexibilité du billet. On paiera alors la possibilité de changer d'avis. Ce sera forcément plus cher, car la compagnie aura conservé des places pour les indécis, sans savoir si finalement ils se présenteront ou non à l'embarquement. Et cette incertitude a un coût. Ensuite, les prix pourront varier en fonction du profil des passagers. Profil que les compagnies peuvent connaître grâce à leurs critères de réservation. On n'utilise pas des données individuelles ou nominatives. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher le voyage de monsieur Untel ou de madame Untel. En revanche, on a tout l'historique de l'ensemble des voyages et de savoir par exemple combien de temps les gens à l'avance en moyenne réservent pour aller à New York ou pour aller à Marseille ou pour aller à Johannesburg. En fonction des destinations, des périodes de l'année, on n'a pas le même profil de demande et donc on adapte aussi nos pratiques à ces différentes périodes selon les lignes. Et la différence de prix va souvent se jouer entre un voyageur d'affaires et un touriste. En fonction de vos dates de vol ou de l'heure à laquelle vous voulez prendre votre avion par exemple, la compagnie adaptera ses prix. Un vol du samedi sera moins demandé par des voyageurs d'affaires déjà rentrés chez eux. Les voyageurs loisirs pourront alors profiter de plus de sièges à des prix attractifs. Même chose pour les vols de dernière minute. En général, un touriste aura anticipé ses vacances et aura pris ses billets bien à l'avance. Par contre, un homme d'affaires pourra avoir besoin de sauter dans un avion à la dernière minute. Faire des économies ne sera donc pas la priorité à ce moment-là pour son entreprise qui acceptera de dépenser plus. Les vols directs ou avec escale cibleront aussi une clientèle différente. En vacances, s'arrêter quelques heures dans un autre aéroport ne posera pas de problème, tant qu'on paye moins cher, même si c'est un peu cher. Alors qu'un homme d'affaires acceptera de payer plus cher pour pouvoir retrouver rapidement sa famille grâce à un vol direct. En clair, dans un même avion, des passagers assis l'un à côté de l'autre pourront avoir payé des prix très différents. Dernier paramètre très volatile qui joue sur les tarifs, celui de l'offre et de la demande. En gros, c'est un peu comme dans un supermarché. Si vous voulez acheter des fraises en plein hiver, elles seront forcément plus chères car elles seront rares et précieuses. C'est pareil avec les vols. Plus il y aura de demande, plus les billets seront rares et donc chers. Et pour adapter leurs prix, les compagnies utilisent la méthode du yield management ou revenu management. Cette méthode, venue des États-Unis, permet de les ajuster en temps réel à partir des statistiques des années précédentes. Le but, remplir l'avion et faire un maximum de chiffre d'affaires. C'est la science d'être en phase avec ce que le client valorise et ce qu'il est prêt à payer. Si vous mettez vos prix trop bas, vous laissez de l'argent sur la table. Si vous mettez vos prix trop hauts, il y a des chances que vous ne vendez pas votre capacité. Si on anticipe qu'une destination va être relativement peu remplie sur une période donnée, on va avoir tendance à stimuler la demande à travers des promotions, des actions promotionnelles pour donner envie aux gens de partir. Et quand on voit que la demande s'exprime plus fortement que prévu, c'est là que la loi de l'offre et la demande va jouer son rôle d'une certaine façon et on va avoir tendance à avoir moins de tarifs intéressants disponibles. Le yield management prendra aussi en compte les offres de la concurrence et anticipera le calendrier. Un salon de l'auto à Genève ou une Coupe du Monde au Brésil, par exemple, attireront forcément des voyageurs, ce qui fera augmenter les prix. En clair, un vol Paris-Francfort ou Paris-New York pourront tous les deux coûter 600 €. Mais ce n'est pas comparable, car les critères de ces billets pourront être très différents comme on vient de le voir, ce qui jouera sur les prix. Ça y est, on décolle. Enfin, j'espère. Bon, bah ça va. On pourrait penser que tout ça, c'est une façon de manipuler les clients. Des clients qui ont d'ailleurs souvent l'impression de se faire arnaquer, car ils ne savent pas vraiment ce qu'un billet devrait coûter. Pour savoir si, entre guillemets, on se fait arnaquer ou pas, la meilleure façon, c'est de bien connaître son marché. C'est un peu la même chose que quand vous regardez les pubs pour votre hypermarché. Il va y avoir des produits qui vont être mis en avant. C'est pas pour autant que ce produit coûte ce prix-là à chaque fois que vous y allez. Il y a des promotions. Il ne faut pas mélanger une promotion qui cherche à stimuler de la demande avec un prix qui est constant dans le temps. En réalité, le yield management a permis de démocratiser les voyages en avion. C'est parce que certains prix sont très élevés
que d'autres peuvent être très bas. C'est parce que la compagnie fait payer très cher les classes business et affaires que les classes éco pourront voyager plus facilement. D'une façon générale, les prix des billets d'avion ne cessent de baisser. Et rien qu'en 2016, ils ont perdu 38 € en moyenne par rapport à 2015, selon les chiffres de l'Association internationale du transport aérien. Alors quelques petits conseils pour réserver un billet le moins cher possible. D'abord, il faut vous y prendre à l'avance. Les réservations moins chères de dernière minute sont finalement un mythe. Autre conseil, être flexible sur ces dates de réservation et enfin bien connaître le marché pour guetter les meilleures promotions. Voilà ce qui est plus pédagogique et compréhensible en français facile. Question, j'étais avec vous. Est-ce que chez nous, on a pris en compte toutes ces spécificités, toutes ces explications? Parce qu'au-delà de cela, on n'a pas beaucoup expliqué aussi les charges que rencontrent les compagnies aériennes. Jérôme Sekana parlait tout à l'heure des spécificités techniques, l'équipement, l'assistance en vol, etc. Mais est-ce que chez nous, avant qu'on puisse prendre ces décisions, on a tenu compte de ces caractéristiques du transport aérien? Là, justement, on est au cœur du problème. On ne va pas revenir ici d'abord sur les conditions générales d'exploitation qui sont très difficiles pour le secteur du transport. Ici en RDC. Ici en RDC, même partout dans le monde d'abord. Les conditions générales, ça veut dire d'abord les catastrophes qu'il y a eu. Il y a eu d'abord Covid, 6 mois d'inactivité. Donc il y a eu par exemple la moitié de l'année passée, les transporteurs aériens ont souffert parce qu'il n'y avait pas d'activité. Ils ont vu leur chiffre d'affaires baisser de moitié. Et cette année, il y a eu notamment le volcan. Donc c'est d'abord une industrie. Parce que Goma, il faut se le dire, le Goma c'est une grande destination. Absolument. Tous les jours. Bon, c'est à Kinshasa, absolument. Kinshasa Goma, Kinshasa Lubumbashi, c'est les grandes destinations. Ce sont les grandes destinations. Oui. Et donc ça a été frappé aussi parce que l'aéroport, de ce côté-là, pendant 2 mois à peu près, il y a eu aussi des problèmes. Donc c'est d'abord l'industrie justement de transporteurs aériens, leur business a été fragilisé par de ces événements. On ne va pas revenir ici sur les conditions, sur les climats des affaires, sur la redondance de taxes, sur les aéroports qui ne sont pas en état, taxes de l'autorité de l'aviation civile, taxes de la RVA, les taxes redondantes. Donc voilà, il y a beaucoup de choses là-bas. On ne revient pas d'abord sur ça. Mais sur le prix lui-même, parce que le prix d'aujourd'hui, qui ont été révisés de manière unilatérale par le ministre de l'économie, c'est des prix de 2015, fixés par l'ex-ministre de l'économie, Bahati Lukwebo. Qui est l'actuel président du Sénat. Voilà. Oui. Et le prix partait d'abord de ce qu'on appelle un indice composite, qu'on appelle le prix kilomètre transporté. C'est un indice sur des critères objectifs qui est composé de il est établi par type d'avion. Parce que chaque avion ne consomme pas de la même manière, chaque avion n'a pas la même vitesse, chaque avion n'a pas le même taux d'occupation. Voilà, ce sont des paramètres qui entrent dans cet indice-là. Et donc, pour fixer le prix, il y a des paramètres. La consommation de l'avion, la vitesse de l'avion, le nombre de sièges de cet avion. Et à côté de ça, il y a notamment le prix du carburant. Vous ajoutez maintenant les taxes. Vous ajoutez aussi maintenant ce qu'on appelle le taux d'occupation. De l'avion. Oui, de l'avion. C'est-à-dire la capacité d'absorber les clients. Absolument. Par avion. Par avion. Voilà un peu, il y a à peu près 6 à 7 critères, paramètres. Maintenant, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on demande la pédagogie? Le ministre, pour faire baisser le prix, quand il invite les autres, il doit dire, voilà, voyez-vous par exemple, en 2015, le carburant coûtait $2 le litre. Aujourd'hui, il coûte moitié prix. Donc là, vous devez baisser le prix. Je prends que c'est que le paramètre carburant. Mais non, qu'est-ce qu'on a constaté? Entre 2015 et 2021, le prix du carburant a augmenté. Donc, les éléments de 2015 ne sont pas les éléments de 2021. Absolument. Donc, pour que le ministre puisse baisser le prix du billet d'avion, il doit expliquer sur quel paramètre il a joué. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, les experts du ministère de l'économie ont pris un paramètre du taux d'occupation de l'avion. Ils disent que le taux de remplissage moyen en RDC est de 95%. Alors qu'il était de... Est-ce que les avions en RDC remplissent à 95%? Alors qu'il était de
70% en 2015. Sur quelle base factuelle vous pouvez dire aujourd'hui que le taux de remplissage, ça veut dire que tous les avions, toutes les destinations en RDC, tous les avions sont presque pleins chaque jour selon les destinations. Voilà à peu près un des indices justement sur lesquels les autres ne sont pas d'accord. Sur la consommation par exemple, un autre indice que les experts du ministère de l'économie ont modifié, c'est la consommation du carburant par litre. Donc ils sont partis par exemple pour un Airbus A320, c'est des notoriétés publiques, c'est sur le site de l'avionneur français, qu'il faut 4000 litres par heure. Cet indice-là a été modifié à la baisse. Les experts du ministère de l'économie disent qu'aujourd'hui, un Airbus A320 ne consomme pas 4000 litres par heure, mais en consomme 2800. Donc, voyez-vous... Est-ce que les appareils qu'on a chez nous sont plutôt récents ou ont un certain âge? Non, mais parce que la consommation dépend aussi de l'âge. Oui, mais le problème c'est que... Et de la météo. Oui, il y a tout ça. Oui. Donc ça veut dire que, voyez-vous par exemple, voilà les critères qu'ils ont modifiés. L'avionneur, le constructeur vous dit que mon avion de tel type, voilà sa consommation, il consomme 4000 litres par heure. Vous ne pouvez pas modifier parce que vous dites nous avons le pouvoir régalien. Non, c'est des données techniques vérifiées et vérifiables. Vous ne pouvez pas les imposer. Sur la question par exemple de la vitesse, l'avionneur vous dit que mon avion, voilà la vitesse par exemple, c'est 700 000 km. 750 km l'heure. Par l'heure. Mais vous, un Airbus 320. Mais vous ne pouvez pas dire que non, la vitesse est par exemple de 900 000. Non. 900 km, c'est Airbus à 380. Voilà. Ce sont ces critères. Parce que 800. Plus un avion vole vite, il y aura de l'impact sur l'indice PKT et sur le prix. Donc, c'est sur ces données-là notamment que les discussions ont achoppé entre les transporteurs aériens et le ministère de l'économie. Donc, c'était un dialogue des sourds. Parce que les données factuelles, les données techniques vérifiables n'étaient pas sur la table. Donc, voilà un peu un des problèmes. Oui. Vous allez revenir sur les conséquences un peu de tout cela parce que on en parle. Il y a eu une correspondance de ces avionneurs, des compagnies aériennes au Premier ministre, parce que les discussions étaient d'abord avec le ministre de l'économie. Et quand il s'avérait que ça n'a pas abouti, ils ont sollicité l'intervention du Premier ministre. Et le Premier ministre a supervisé la plupart des réunions. On a publié un communiqué final pour dire qu'en fait, on est tombé d'accord sur un prix. Alors, moi, je vais demander à Willy Kalengai, qui a le bras long, pour qu'il nous explique un tout petit peu par rapport à ces explications techniques, spécificités de notre pays. Comment on peut prendre des décisions sans tenir compte de tout ce qui est technique et tout ce qui est conventionnel, comme on a suivi dans la vidéo d'explication. Il faut tenir compte d'une chose. Pourquoi les billets d'avion coûtaient cher dans notre pays? Pourquoi ils coûtent cher? Nous avons quand même des destinations, on ne peut pas douter de cela. Les billets coûtent cher. À un moment donné, pour aller à Lubumbashi, on a même payé 1000. Je crois que pourquoi les billets coûtaient cher? Quand vous prenez maintenant les billets d'avion, c'est en réalité un billet qui a plusieurs intervenants qui retirent de ces billets qu'est-ce que le transporteur retire pour lui-même et qu'est-ce qu'il récolte comme taxe pour les autres. Je pense que c'est d'abord là où le gouvernement a posé un bon acte en disant nous allons réduire un certain nombre de taxes que nous prenons sur le billet. Mais ça ne suffit pas, comme le disait tout à l'heure Israël. Vous avez la taxe sur la RVA, vous avez des taxes même qui sont incorporées dans les billets. Mais parce que le Congolais doit payer plus cher, on a même détaxé dans les billets certaines autres taxes. C'est-à-dire on a enlevé comme le GoPass. Le GoPass, on ne sait pas le mettre encore dans les billets, mais le GoPass, il compte pour la comptabilité des passagers. Si vous avez payé un billet à $350, vous devez penser à ajouter les GoPass. En réalité, nous sommes dans une discussion parce que nous n'avons pas pris le temps de mûrir ce dossier jusqu'au bout. Je pense qu'il y a eu un côté, la pression de l'annonce. La pression de l'annonce. Annoncer que on va baisser le prix de billets. On va baisser le prix. Et il fallait absolument communiquer là-dessus. Donc donner le prix le plus bas. Quitte à bypasser les consensus. Nous savons que pourquoi nous avons pris la parole aujourd'hui, c'est pour que cette décision, elle soit encore davantage mûrie. Je crois qu'aucun transporteur, ce jour, refuse de baisser les prix. Il faut que les prix baissent.
Mais il faut que les prix baissent de manière à ce que le passager se retrouve, l'État se retrouve, mais surtout aussi la compagnie ne puisse pas fermer. Parce qu'en réalité, tout ce qu'il y a comme pression sur le billet, tout ce que le gouvernement a fait pour pouvoir alléger le billet d'avion, c'est seulement 25% de toutes les charges. 25%. 25%. Mais le gouvernement a demandé que la baisse soit de 40%. Qui prend en charge les 15% qui restent? Vous voyez? Donc c'est 25%. Et puis quand vous regardez les différentes incitations, là où ça a baissé, notamment c'est la taxe pour l'importation d'avions. Le gouvernement, d'abord on demandait 70 000 $ par avion importé. Maintenant on demande 10 000. Mais est-ce que... Les dédouanements... Mais il n'y a pas de nouveaux avions, vous voyez? Qu'on se les dise. Est-ce que les compagnies que nous avons chez nous, n'ont pas de nouveaux avions. Est-ce qu'ils importent des avions? Non, c'est une quel est le taux de rééquipement en avion pour... Il n'y en a pas. Donc j'ai dit que... Cette taxe ne tient pas la route. Ça dit que je pense que l'annonce a été faite. Moi, je considère que ce n'est pas une décision à utilisation immédiate, sinon demain il n'y aura pas d'avion. C'était applicable au 7 août. Oui, mais je crois que ce sera difficile parce que vous avez suivi, nous avons eu des opérateurs qui sont éparpillés dans le pays. Pour la plupart, ils disent que bon, ils vont mettre leurs avions dans les parkings. Ils ne peuvent pas, à ces prix-là, fonctionner. Parce qu'ils ne peuvent pas, et d'autant plus que, surtout en province, dans les petites destinations, la pression fiscale est encore très forte. Alors, Jérôme Sekana, est-ce qu'on peut fixer un prix unique? Non. Parce qu'on a suivi des explications. Je vais vous donner... Le prix varie en fonction de beaucoup de paramètres. Comment on peut décréter que désormais, pour aller à Lubumbashi, c'est 200 $, quel que soit l'avion, quelle que soit la période? On venait de vous expliquer à travers le mécanisme de yield management. Oui. Je voudrais quand même éclairer la lanterne avant de répondre à cette question de tous ceux qui nous suivent. Retenez, Jean-Marie Kassamba, que le moyen de transport aérien, le voyage par avion, c'est le moyen le plus sûr. Oui, ça c'est reconnu. C'est le moyen qui attire l'attention et des scientifiques et de tout le monde. Donc, à travers ce moyen-là, les erreurs sont souvent fatales. Oui. Et on les paye cash. C'est la vie ou la mort. C'est une fois que vous décollez, que votre vie appartient National Geographic Channel, qui est la meilleure chaîne américaine des sciences, qui fait autorité à travers le monde, a même toute une série qu'on appelle Air Crash. Pourquoi? C'est pour expliquer d'abord aux passagers que nous sommes, aux membres d'équipage, aux fabricants, à tout le monde, qu'on ne peut pas se permettre des erreurs. Dans un avion. Dans un avion. On ne peut pas se permettre de faire des appréciations d'à peu près. Ou c'est bleu, ou c'est blanc, ou c'est rouge. On ne peut pas confondre les couleurs. Alors, lorsqu'il y a des divergences, comme disait tout à l'heure Israël, en ce qui concerne la vitesse, mais c'est vérifiable. Il y a dans des avions ce qu'on appelle la vitesse maximale. Il y a ce qu'on appelle la vitesse moyenne. Base de croisière. Et tous les commandants de bord ne peuvent jamais mettre ce qu'on appelle le plein gaz. Le plein gaz, cela veut dire il va jusqu'au bout de la vitesse. Pour le moment, les avions que nous... Et j'en parle avec autorité parce que je prends souvent ces avions, notamment le Airbus A380, vous êtes dans les 850 à 900 kilomètres l'heure. Or, quand vous regardez dans les tableaux de bord de cet Airbus-là, vous pouvez aller jusqu'à 1000. Mais vous prenez votre avion à Paris, vous allez à New York, plutôt à Tokyo, vous ne pouvez pas faire moins de 14 heures. C'est un vol direct. Donc, vous comprenez que au niveau de la conception, au niveau des pilotages, il y a des règles qu'il faut respecter. Donc, on ne peut pas négliger la consommation et donner une fausse consommation, comme c'est le cas aujourd'hui. On ne peut pas douter de la vitesse alors que toutes les informations techniques sont disponibles. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de yield management. On a vécu ça dans ces pays. Lorsque vous avez
dans un pays, il n'y a pas de concurrence. Tout le monde nous pose la question, il dit, mais comment se fait-il que entre Paris et Bruxelles, vous pouvez payer même $30 dans des vols? Non, mais ça se comprend. D'abord, il y a un élément très important, c'est la concurrence. Dans un milieu où il y a beaucoup d'avions, où l'offre est abondante, cette concurrence-là permet. Mais vous êtes dans un pays continent où la concurrence n'existe presque pas. Il y a un système de monopole. Oui. On a vu ici. Le CAA, pour CAA, oui. Avec le Yield Management. Si vous voulez payer le billet, il faut le payer une semaine avant. Mais si vous courez pour acheter ce billet-là, le jour du voyage, eh bien, vous le payez au double. Mais si vous voulez payer à 1 heure du vol, eh bien, vous allez payer au triple. Donc, pourquoi on fait ça? On fait ça, ce sont des risques que les avionneurs prennent. Il y a le taux d'occupation, mais c'est une supposition. Parce que vous n'allez pas fouetter les gens, obliger les gens à voyager. Parce que voyager, c'est un choix, ça coûte de l'argent. Il faut que ceux qui voyagent, vous devez analyser. Il y a une étude, c'est pour cette. Il faut qu'il y ait une fourchette. On ne peut pas avoir un prix fixe pour dire que non, voilà, les billets c'est $200. Mais pourquoi on a décrété Écoutez, on venait de nous expliquer ça ici. Oui, mais chez nous, on a décrété. Vous devez laisser une marge. Par exemple, vous dites, si c'est 200, vous dites que vous, les avionneurs, vous devez nager compte tenu des paramètres. Vous prenez les cas extrêmes et les cas le plus bas, vous dites, bon, si c'est les prix moyens, oui. Alors vous devez nager entre $300 et 200. Si vous allez à 400, là vous trichez. Parce qu'on tient compte les fuels, le kérosène. On tient compte, dans un aéroport comme le nôtre ici, il y a plus ou moins 7 à 6 taxes de la RVA. Vous avez les QX, vous avez les QY, en ce qui concerne les vols à l'intérieur, les vols internationaux. Vous avez les GoPass, c'est surchargé. Tout cet argent, c'est qui paye? C'est les voyageurs. Oui. Et Dieu merci, nous avons sur cette terre des hommes, des gens qui ont l'argent. Le billet, vous payez Kinshasa, Washington, c'est $15 000 à bord d'Air France, en fest. Oui. Mais vous pouvez payer 4 000. Oui. 3500 parfois, pendant des promotions. Alors, on essaie de faire des compensations. Et un avionneur ne décolle pas son avion s'il n'est pas sûr qu'en allant et en rentrant, il fera la moyenne de ce qu'on appelle le taux d'occupation, c'est là même atteint au-delà de la moitié. C'est-à-dire, comment fonctionnent les avionneurs? Ils disent, bon, il y a des vols très rentables. Vous avez Goma et Lubumbashi. Quand vous regardez, ce sont les 2 lignes qui sont les plus desservies. Par moment, il y a même chaque semaine, il y a plus ou moins 4 et 5 vols. Comment ils font? Ils se disent, bon, même si je décolle à Kinshasa, supposons que la capacité de l'avion est de 200 places, même si je décolle avec 150, ce n'est pas un problème, d'autant plus que je ferai le full à Lubumbashi. Mais s'il réalise que les clients, parce qu'il connaît en avance, de la même manière qu'il se renseigne sur la météo, de la même manière il se renseigne sur les effectifs des passagers au sol. Des réservations. Oui. Alors il s'est dit, bon, je peux décoller avec 150, je vais là-bas, je ferai le plein. Mais s'il constate qu'il trouvera 100 passagers à Lubumbashi et qu'il ne peut pas aller avec 150 pour revenir avec 100, qu'est-ce qu'il fait? Il demande, est-ce qu'à Mbujima, il n'y a pas de passagers qui viennent sur Kinshasa, à Kanang? Donc l'avionneur va planifier, voilà pourquoi les routings changent. C'est pour leur permettre de rentrer dans leurs dépenses. Alors en ce moment-là, oui. Il prend les 150, il va, vous avez demandé que ça soit pédagogique. Oui, bien sûr. Il part de Kinshasa jusqu'à Lubumbashi, il prend les 100 passagers qui sont à Lubumbashi, il descend à Mbujimai. Il complète et il fait même un saut à Kanang. Les vols est plein. Là, c'est rentable. Donc, on ne peut pas demander à un avionneur, vous dites, bon, voilà, c'est $200, qu'il y ait passager ou pas, et vous montez, vous faites exploser le taux d'occupation, comme si nous sommes dans un pays de culture où il y a combien de gens partent en vacances dans ce pays? Hein? Dites-moi. Est-ce qu'on a la culture des voyageurs? On n'a pas cette culture des vacances. Où vous dites 95% des taux d'occupation. Il est vrai qu'on n'a pas les choix, on les fait malgré nous. On s'est dit, bon, je dois aller à Lubumbashi,
il n'y a pas un autre moyen. Si vous prenez le véhicule, vous mettrez une semaine en route. Donc autant payer. Mais c'est malgré nous. Mais ce n'est pas pour autant que nous pouvons dire que non, vraiment, nous les payons de gaieté des cœurs parce qu'on a suffisamment de moyens. Non, c'est un cas de force majeure. Donc voilà un peu les explications que je voulais donner pour faire comprendre à nos téléspectateurs ce qui se passe. Loin de nous l'idée de décourager les mesures gouvernementales, mais les conséquences. Expliquer les conséquences si on décrète le prix et de cette manière-là. On va expliquer ça. Israël Moutala, ce qui nous préoccupe, nous, ici, d'abord par rapport à ce qui a été décidé. Quelles seraient les conséquences pour les compagnies aériennes si le gouvernement s'obstine à garder cet arrêté tel qu'il est? Mais bon, d'autres l'ont dit clairement, ils vont mettre la clé sous le paillasson, donc ils vont fermer. D'autres ont dit, parce qu'ils n'ont pas d'alternative. Ça veut dire que quand vous baissez le chiffre d'affaires des compagnies aériennes de 40%, de plus de 40%. On va baisser les chiffres d'affaires là? Oui, parce que quand vous baissez le prix du billet de moitié, on baisse le chiffre d'affaires automatiquement. Et comment est-ce qu'ils vont maintenant couvrir leurs charges? Parce que nous sommes dans le domaine aéronautique, où Jérôme expliquait tout à l'heure que l'erreur n'est pas permise. Ça veut dire qu'ils ont des coûts de maintenance très élevés. Or maintenant, si vous réduisez le chiffre d'affaires de moitié, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire maintenant des économies. Il faut chercher des réductions de coûts. Alors, les réductions de coûts, on ne peut les faire que sur le poste de maintenance. Or, c'est un poste non négociable. Parce que la sécurité n'a pas de prix dans le secteur d'aviation. Donc, voilà pourquoi il n'est pas envisageable de rester dans cette impasse. Comme l'a dit Willy, les transporteurs aériens ne sont pas opposés. Ce ne sont pas des ennemis non, ils ne sont pas opposés. Parce qu'on parle ici du social. Quand vous lisez leur mémo, vous lisez tout ça. Ils ne sont pas opposés à la réduction du prix du billet d'avion. Ils sont en train de dire qu'on va le faire, mais dans la proportion qui ne nous étouffe pas. Parce que nous venons de Covid, nous venons du volcan, on a des difficultés, le climat des affaires n'est pas bon. Est-ce que le gouvernement entend ça? C'est ça la grande question. Et ici, la question du prix unique, c'est vraiment une question non négociable. Est-ce qu'il existe de pays où il y a des prix uniques? Non, je n'en connais pas. Moi-même, ici, j'ai déjà acheté un billet la veille, je l'ai payé à 2000 $, alors qu'il coûtait, il y a une semaine, il coûtait 600 $. Donc, je voulais prendre mon avion pour Cape Town. Voilà. Et j'ai payé ça 2000 $. Je crois que dans ce vol, j'avais Willy à mes côtés. Donc, j'ai payé 2000 $. Alors, qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui? Et je me rappelle, parce qu'on a dit que c'est pédagogique. Oui. Et quelle place à 2000 $? Une place à côté des toilettes, les places les moins chères. Mais l'essentiel était de partir. Était de partir. Mais à 2000 $ avec South African. Mais je me rappelle que ce billet, je pouvais l'avoir. Moins de 1000 $. Ouais, à 600 $ une semaine plus tôt ou 2 semaines plus tôt. Voilà, ça veut dire que, on l'a dit ici encore une fois, on comprend le gouvernement. Il veut... Est-ce qu'il faut une renégociation? Willy a dit tout à l'heure, il faut un bémol sur cette décision. Ouais. On ne peut pas décréter comme ça que voilà, c'est comme ça et pas autrement, parce que si les compagnies aériennes vont dire, bon, ok, vous nous avez dit, c'est comme ça et pas autrement, mais nous, en termes de charges, en termes de critères de performance, pour ne pas dire des conditions techniques des vols, on ne peut pas exposer nos passagers. Ouais. Eh bien, on cloue les avions au sol. Oui, mais qui perd? Mais tout le monde est perdant. Ça veut dire l'État perd les taxes. Perd les taxes. La population perd le moyen de se déplacer. Le moyen de se déplacer. Et les voilà, compagnies, les investisseurs aussi, ils vont aller ailleurs. Mais regardez dans notre on a combien de compagnies privées pour un pays continent comme celui-ci? Il y en a 5 ou 6. Regardez Congo Airways, qui est subventionné par l'État, mais il est à la peine. Où sont les 4 avions? 17 millions de pertes. Oui, enfin voilà. Mais 19. 19. Mais voilà, ça veut dire que les conditions d'exploitation ne sont pas... Voilà, le marché est faible. Ça veut dire que les 400 000 passagers, c'est un indicateur important. 400 000 Congolais voyagent sur 100 millions. Même pas 1 million. Donc, même pas 400 000, c'est moins de 0,1% de la population. Et donc, ça veut dire que même dans les 400 000, là-bas, c'est moins de 400 000. Parce que dans les 400 000, il y a des gens qui font plusieurs navettes. Ça veut dire qu'ils sont comptabilisés. Donc, aujourd'hui, la seule solution, c'est de négocier. Parce que le gouvernement a semblé dire, j'ai fait des concessions. Comme on l'a dit, on n'importe pas les avions tous les jours pour réduire la taxe de 70 000 à 10 000 $. Non. Ils ont fait d'autres concessions sur le parking. 250 $ à 50 $ ou 30 $. Là aussi, c'est dérisoire. Les avions, leur place, c'est dans les airs. Le problème aussi, le Premier ministre, il a fait un devoir de révédabilité. Mais on aimerait que
Parce que la communication du ministre de l'économie est très, très obscure. Il faut qu'elle soit pédagogique, voilà. Mais est-ce que c'est populiste? Est-ce que ce sont les décisions populistes? Ça veut dire que, moi je pense qu'il a mis la charrue avant le bœuf. Avant d'analyser les dossiers correctement, parce que le problème, les tenants, les aboutissants. S'il était sûr de... Parce que le problème, c'est quoi? Qu'est-ce que nous demandons? Lui, il ne peut pas venir dire à la télévision que je fixe d'autorité le prix à $200. Il doit nous expliquer, nous, consommateurs. Ça comporte quoi? Il doit nous expliquer, nous, consommateurs, d'abord. Et il doit expliquer aussi aux transporteurs, qui sont ses partenaires. Parce que le gouvernement ne peut pas résoudre, avec un billet de 5 milliards de dollars, il ne peut pas résoudre le problème du Congo. Donc, c'est un partenariat entre le secteur public et le secteur privé. Il doit expliquer à ses partenaires de la FEC que voilà, pour que j'arrive à $20, voilà, tel indice, le carburant ici, il coûtait ceci, tel indice, voilà. Mais il faut de la pédagogie. Il ne peut pas fixer d'autorité comme ça sans expliquer. Et c'est un débat constructif qu'il faut. Parce que, encore une fois, les concessions qu'il a semblé faire ne rencontrent pas, c'est dérisoire par rapport aux charges que pèsent. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les compagnies aériennes ne se sentent pas sécurisées par la décision du ministre. Non, mais elle met en danger tout le business. Elle met en danger toute la filière. Elle met en danger toute la filière. Donc, ici, encore une fois, la meilleure approche, encore une fois, on l'a vu avec le gouvernement, avec le projet, avec les Allemands sur le chemin de fer. Ce sont ces projets-là structurants. Mais à court terme, faire manipuler certains indicateurs pour réduire le prix du billet d'avion ne va pas rendre service à la nation, ne va pas rendre le service au pays, ne va pas nous rendre service, nous, en tant que consommateurs de services aériens. On touche vers la fin de cette émission, mais j'aimerais qu'on puisse rassurer notamment la population. Si les gens aujourd'hui applaudissent, on a baissé le prix, sans savoir qu'il y a les conséquences sur le plan sécuritaire, sur le plan technique, sur le plan même de la survie de ces compagnies aériennes, c'est une mauvaise décision. Parce que ce sont des décisions globales qui sont prises dans le sens de ramener un peu de confort dans la vie des citoyens. La décision n'est pas mauvaise. Décider de baisser les prix n'est pas une mauvaise chose. Mais il faut la manière, il faut y aller progressivement. Et moi, je pense que ce n'est pas tard. C'est pas tard. Ce n'est pas tard. Je pense que ce n'est pas tard parce que nous sommes là bel et bien dans un arrêté ministériel. Donc ce n'est pas le Premier ministre qui a signé, ce n'est pas le Président de la République qui a fait une ordonnance. Mais le Premier ministre a fait quand même la médiation. Non, bon, il a fait parce que ses services ont quand même participé. Ce n'est pas la première fois. Aux discussions. Absolument. Je dis que d'une manière ou d'une autre, je ne peux pas non plus dédouaner les opérateurs aériens. Parce que dans ces domaines-là... Là, ils se disent victimes, là. Dans ce domaine-là, non, il y en a qui sont sérieux. Mais nous avons connu des criminels dans ces domaines-là aussi. Oui. Je ne peux pas douter non plus. C'est qui est un monopole qui décidait. Pas seulement ça, mais il y a des gens qui atterrissent dans ce pays avec des avions sans qu'ils ne se fassent aucunement pas contrôler. Donc ça, c'était notre problème. Un problème de contrôle parce que nous avons 73 aérodromes. Mais je peux vous donner des noms d'aérodromes que vous ne connaissez, vous n'avez jamais entendu parler de ça. Mais il y a des avions qui atterrissent là-bas. Bien sûr, certains avions atterrissent. Comment est-ce qu'on fait les commerces de minéraux de manière illégale? Il y a des pistes de route, il y a des gens qui... Donc ça, c'est un autre secteur. Donc je dis qu'effectivement, combattre la criminalité en allant vers la baisse des prix, le principe est bon. Mais quand vous avez des hommes qui viennent à votre table, qui disent que nous ne sommes pas contre la baisse des prix des billets d'avion, mais nous ne voulons pas non plus disparaître par cette baisse-là, vous devez les écouter. Nous ne sommes pas c'est pas une crise idéologique. Mais le ministre va vous dire qu'on a eu des rounds de discussion. Ça n'a pas fini. Le Premier ministre est venu. Écoutez, après moult négociations, quand vous regardez, on a publié ce décret. Quand vous regardez les négociations qui se font au niveau international, de l'OMC notamment. De l'OMC, il y a des rondes de négociations qui font 10 ans. Oui. Quand vous voulez améliorer, vous devez y aller progressivement. Je ne dis pas qu'il faut attendre 10 ans pour que les billets baissent, mais je dis qu'il faut donner le temps au temps pour que... Il faut éliminer dans les chefs des opérateurs aériens les excuses et les prétextes. Il faut aller avec eux jusqu'à ce qu'ils posent un acte de baisse des prix, jusqu'à ce que vous atteigniez un chiffre qui permette à ce que ça puisse fonctionner. Ce n'est pas tard, je pense que le ministre de l'économie, c'est un politique, donc il n'est pas accroché à ça comme si c'était la vie ou la mort, mais c'est la vie ou la mort pour les aviateurs. Donc il faut quand même demain ou après-demain qu'ils se rencontrent encore. Je vais terminer avec cette question. Est-ce que les compagnies que nous avons aujourd'hui dans notre pays sont-elles
capable de supporter ces types de décisions et accessoirement, l'État congolais, avec les aéroports, avec l'équipement qui est le nôtre aujourd'hui, est-ce que peut rassurer les consommateurs, on va dire, les voyageurs à travers le pays, qu'avec ces prix-là, sur le plan sécuritaire, ça peut fonctionner? Vous savez, il y a des solutions. Et le pouvoir d'achat? Il y a des solutions à ce problème-là. Il faut baisser le prix de l'avion. Et tout le monde est d'accord. Moi, le premier, et je soutiens le gouvernement pour ça. Mais pas à 50% du coût du billet. On peut y aller à 75%, mollo mollo, en tenant compte des paramètres. Et en 25%, voulais-je dire, pas 75%, c'est-à-dire 25% du coût du billet, on retire 25%, on laisse quand même 75%. Oui. Vous savez, Jean-Marie Kassamba, ce qui va arriver, c'est quoi? Lorsque le gouvernement... D'ailleurs, il y a une contradiction entre l'arrêté du ministre de l'économie actuel et l'arrêté de son Excellence Bahati Lukwebo, quand il était ministre de l'économie. Quand vous analysez les deux arrêtés, vous comprendrez que celui de Bahati était très bien outillé, très bien négocié. Celui-ci, l'actuel, a beaucoup de lacunes. Je n'entre pas là-dedans parce que ce n'est pas... On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Oui. Mais qu'est-ce qui va arriver? Par politesse, je dis bien par politesse parce que il y a des avions qui ont été pris en leasing, oui, notamment des CAA, il y a des comptes. Ils peuvent dire, écoutez, bon, nous y allons. Mais oui, voilà ce qui va arriver. CAA va desservir exclusivement deux villes. Goma et Lubumbashi. Tout à fait. Oubliez toutes les autres escales. Quel est l'intérêt que le gouvernement a en voyant des compagnies aériennes s'occuper seulement de deux villes au pays? Ils vont pénaliser les autres destinations. Parce que c'est l'argent qui vient de ces deux lignes-là, plus les frais. D'ailleurs, quand vous regardez les business class, rarement les business class des Congo Airways et de CAA sont remplis. Oui. C'est souvent 20-30%. J'en prends, je sais de quoi je parle. Si, si. Donc c'est pour vous dire que même ce qu'on a dit là-bas sur les management, management, oui, sous d'autres cieux, ça se comprend. Les gens occupent, le taux d'occupation est très important. Mais parce qu'il y a un pouvoir d'achat. Même ceux qui ont des moyens ne savent pas prendre. Ceux qui n'ont pas assez de moyens sont beaucoup plus nombreux que ceux qui ont des moyens. Par conséquent, le gouvernement est condamné à négocier. Il y a trois solutions à ce problème. On renégocie, on y va mollo mollo, on diminue de 25%, ça peut marcher automatiquement. Deuxièmement, si le gouvernement ne veut pas, s'impose, on reste avec deux lignes qui seront rentables. Et troisièmement, ce qui est fatal, et j'ai entendu le voice d'un patron des compagnies aériennes qui a dit qu'il n'a pas mandaté qui que ce soit pour parler en son nom avec le gouvernement. Donc il nie en bloc tout ce qui s'est dit. Il y a un risque. Voilà. Alors, quand ils clouent leurs avions au sol, qu'est-ce que nous allons devenir? Et c'est l'économie qui... Voilà. Qu'est-ce que nous allons devenir? Et socialement. Donc voilà pourquoi je voudrais que le gouvernement puisse mettre un peu d'eau dans son vin. Merci beaucoup. Ce pays-là, oui, c'est pour nous tous. Vous savez, souvent, Jean-Marie Kassamba, je vais chuter par là. Lorsque nous intervenons comme ça sur le plateau, les gens pensent que nous faisons les avocats du diable. Non. Nous sommes les historiens du présent. Nous avons un radar qui nous indique les faiblesses et les forces du gouvernement. Donc le gouvernement a droit, a tout intérêt à nous écouter et à analyser ce que nous disons si c'est vrai. Parce que si le gouvernement s'obstine à prendre des décisions sans tenir compte de tous les paramètres ou se laisse rouler dans la farine par certains conseillers qui ne maîtrisent pas les dossiers, salut les dégâts. Merci beaucoup. Je vous garderai parce que vous interviendrez très prochainement même dans le cours du journal. Parce que... Mais il faudra nous inviter pour parler des prix des denrées alimentaires. Absolument. Là. Parce que là, au moins, il y a beaucoup de choses à dire, oui, et le prix peut être cassé très rapidement. Merci Jérôme Sekana. Merci à vous. En tout cas, vous avez compris que l'objectif de cette émission était plus pédagogique et surtout d'éclairer le gouvernement sur cette prise de décision un peu hasardeuse, on peut le dire. Le plus important, c'est de permettre aux consommateurs de continuer à prendre l'avion
permettre aux compagnies aériennes de tenir face à la crise, mais également à l'État de recouvrer ses impôts d'une manière correcte. Allez, à très bientôt. Avec un plaisir.